chasse-passion. Gérard Pasquet est auteur du livre La chasse verte, ce qu'il nous donne à lire sur les aménagements et la gestion des plaines, des bois et des zones humides pour le retour du petit gibier. Il le vit en pratique sur son domaine Les Baillis, dans le Loiret. Rencontre. Il n'y a pas de doute, la France est par excellence le pays de la perdrix, du faisan et du petit gibier d'eau. Ceci est dû non seulement au climat, mais aux efforts de l'aménagement de l'habitat entrepris par les chasseurs et les agriculteurs. Ces efforts, guidés par le principe général de la conservation par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles, constituent une démarche essentielle des chasseurs pour défendre leur passion. Chasseur lui-même et fervent défenseur de la nature, Gérard Pasquet s'adresse à tous ceux qui se soucient aujourd'hui de la protection de la nature, de l'entretien des paysages, de l'évolution de l'environnement et de l'avenir de la faune sauvage. Son ouvrage, La chasse verte, coédité par les éditions Hatier et Le Chasseur français, est avant tout un guide pratique pour aider à la conservation du petit gibier. Ce livre, parfois technique, abondamment illustré d'exemples, de schémas et de conseils, est en fait un livre passion. Il propose de passer de l'étape de la conservation des espèces à celle fondamentale de la gestion de leur milieu. C'est un livre très pratique d'aménagement de territoire qui est sous-tendu par une passion des aménagements. Je suis très chasseur, j'ai beaucoup chassé, j'adore la chasse. Mais au fil des années, mon empressement pour ma joie d'aménager le territoire l'emporte sur la joie de chasser. En fait, si vous voulez, il faut chasser tous les jours de l'année, pas seulement avec un fusil. Il faut chasser pour aménager son territoire. Et n'auront plus le droit, plus tard, de chasser que les gens qui n'auront plus la possibilité de bien chasser que les gens qui auront aménagé leur territoire. Le retour du petit gibier est l'objectif initial. Mais lorsque vous menez des actions en faveur du retour du petit gibier, vous vous apercevez que vous menez une action, et c'est ça qui est passionnant, en faveur de toute la faune sauvage dans son ensemble. Et c'est un peu l'esprit que nous défendons dans la chasse verte. Il ne s'agit pas de favoriser uniquement et seulement le gibier pour le plaisir, je dirais, égoïste du chasseur. Il faut intégrer l'aménagement et la chasse dans un contexte général de développement durable rural. Et ça, je crois que c'est très très important, qui, bien sûr, fait participer au premier plan l'agriculture et les agriculteurs. Voilà une haie qui est en train d'être, qui a été aménagée il y a quelques mois maintenant. Et l'aménagement a été très simple. Il a consisté à couper, à peu près à blanc, tout le bois qui était vieux et qui n'avait plus beaucoup d'intérêt, de manière à favoriser ce que vous voyez là, c'est-à-dire cette repousse de végétation arbustive très basse, qui va être un excellent site de protection pour les oiseaux, un excellent site de nidification également, et un très bon endroit plus tard pour l'élevage des jeunes. Les poules, en effet, vont pouvoir emmener leurs petits dans cette banquette herbacée qui complète la haie à l'extérieur et qui va permettre aux poules d'emmener leurs petits sur des sites où il y a beaucoup d'insectes. Vous savez que l'insecte est la base de l'alimentation des jeunes poussins. Et dans ces banquettes herbeuses, en été et au printemps, vous avez une pullulation d'insectes, ce qui est très important pour l'élevage des jeunes. Vous voyez toute la repousse de cette végétation, qui est une végétation simple, à base d'épines. Il faut toujours dans les haies choisir si on replante des haies, des arbustes ou des espèces qui sont adaptées au secteur. En Sologne, par exemple, l'épine est extrêmement répandue, comme dans beaucoup d'endroits, et c'est un très bon site de nidification. Vous voyez qu'il y a quelques genêts en plus qui sont implantés dans ces haies. Les arbres, notamment les grands arbres isolés au milieu des haies, sont des structures dont il faut se méfier. En effet, lors de la nidification notamment, ces arbres sont d'excellents perchoirs pour les prédateurs. Je pense aux corneilles, aux pies,
qu'il faut d'ailleurs contrôler en nombre, et on rapace. Donc il faut éviter d'avoir trop d'arbres. Il faut conserver juste ce qu'il faut pour avoir un paysage agréable, mais éviter d'avoir une accumulation d'arbres qui, à terme, représente quand même des perchoirs très utiles pour les rapaces, pour guetter les jeunes et exercer une prédation qui peut être importante. Quel type d'arbres sont préférables? Aucun... je pense que c'est plus la qualité esthétique du paysage qui dirige le choix des arbres à sélectionner. Un très beau chêne dans une haie est magnifique et il faut bien sûr le conserver. Mais il faut éviter d'avoir une pullulation d'arbres. Notamment, il faut éliminer tous les ormes morts. Vous savez qu'il y a eu des maladies qui ont détruit la plupart des ormes. Et il persiste dans des haies des ormes morts qui, au moment du printemps, n'ont pas évidemment de feuilles et qui sont des très bons perchoirs pour les prédateurs, pour guetter les jeunes oiseaux. Donc ça, c'est à éviter, à éliminer. En plus, dans le paysage, c'est guère esthétique d'avoir des ormes morts. Nous occupons beaucoup du faisan ici. Avec le perdreau rouge, c'est notre activité essentielle d'aménagement. Et le faisan est un oiseau de lisière. Il a besoin de lisières très aérées, très éclairées, très ensoleillées pour se développer et pour se plaire. D'où l'aménagement de ce bois. La première étape, c'est le traitement des lisières. Alors vous voyez ici, on a créé une lisière, on a régénéré une lisière en faisant une coupe à blanc de tous les arbres qui étaient en plus bons à couper, qui ornaient ce talus. Dans 1 an ou dans 2 ans, on va voir apparaître une végétation buissonnante qui va être très favorable au faisan. Pourquoi? Parce que cette végétation buissonnante va protéger le bois des vents froids qui risquent de le rendre inhospitalier. L'oiseau aime bien, c'est un oiseau de sol, le faisan. Il vit au sol, sauf la nuit pour se brancher, pour se percher. Mais dans la journée, il vit au sol. Donc il faut essayer de protéger le bois de tous les vents qui peuvent arriver. Quand vous allez avoir ici une végétation buissonnante, ça va être merveilleux à l'intérieur. Le bois va devenir très 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 agréable pour les oiseaux. Une lisière haute est également un peu mauvaise pour une... Alors une lisière haute, bien sûr, une lisière haute au point de vue agricole est très mauvaise. Pourquoi? Parce que vous avez des ombres portées sur le champ et on sait qu'en bordure de bois, lorsque les arbres arrivent à proximité immédiate du champ, eh bien, il y a un effet d'ombre portée qui fait que la culture a du mal à prendre, est beaucoup moins belle que dans une zone ensoleillée. On a vu que le faisan est un oiseau de lisière et qu'il a besoin d'un bois confortable, d'un bois ensoleillé, chaud, sans vent, pour se plaire, et notamment en hiver, c'est très important pour les oiseaux. Donc, outre la lisière, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de bordure, il est très intéressant de créer à l'intérieur des bois des travées comme celle-là, des grands chemins larges. Vous voyez que la largeur de chemin de cette allée est à peu près identique à la hauteur des arbres les plus grands. Et ça garantit l'entrée du soleil. Donc c'est une partie de bois dans laquelle les oiseaux vont sortir pour se chauffer au soleil le matin et pour manger. On y agrènera bien sûr, soit avec des agrénoirs, soit à la main par terre au sol. Et c'est un endroit très 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 privilégié. En plus, ça crée des nouvelles lisières à l'intérieur du bois. Et lorsqu'on observe les faisans, les coqs faisans en hiver, au printemps notamment, on sait que les coqs sont répartis le long des lisières. Plus vous avez de lisières, plus vous aurez de coqs chanteurs au printemps. C'est très particulier à voir. Donc c'est très important de créer ces trouées qui permettent d'augmenter les lisières et de rendre le bois confortable. C'est comme un hôtel. Vous savez, les Anglais du Game Conservancy ont l'habitude de dire que le bois, comme la volière, ce sont des hôtels. Ben, il est évident que comme vous, les faisans préfèrent un 4 étoiles à un boui-boui. Cette trouée pourrait être le 4 étoiles. Car si on regarde bien, on s'aperçoit que les arbres qui bordent la trouée sont peut-être un peu hauts. Donc à terme, une petite coupe de lisière pour abaisser la hauteur de la végétation ferait passer le 3 étoiles en 4 étoiles, je pense. On entend d'ailleurs pas mal de faisans. Pardon? On entend d'ailleurs pas mal de faisans. On entend pas mal de faisans. Vous savez, on est au début du printemps. On a vu que les épines sont déjà en fleurs.
Et les coqs commencent à manifester leur territorialité en chantant pour attirer les poules et les regrouper en ce qu'on appelle un harem. C'est-à-dire que chaque coq a 2, 3, 4, 5 poules avec lui qu'il met en confiance par son chant. Le chant est très important chez le coq faisan, comme chez d'ailleurs beaucoup d'animaux, dans la parade qui précède la reproduction. Alors, la fréquentation est très différente selon le type d'aménagement du bois. Il faut favoriser les lisières. Plus vous allez avoir des bois allongés, donc des lisières importantes, plus votre quantité d'oiseaux, tant en hiver qu'au printemps, va être importante. Les Anglais ont montré, vous savez, les Anglais ont fait des études très sérieuses et très approfondies sur les populations de faisans, et ils ont montré qu'en hiver notamment, les populations de faisans retrouvées à l'intérieur d'un bois pouvaient varier de 10 à 25 dans le même territoire en fonction de la morphologie du bois. Un bois allongé ayant des capacités d'accueil beaucoup plus importantes qu'un bois carré. Parce que les faisans n'aiment pas rentrer en profondeur dans le bois. Ils aiment se maintenir en lisière. Donc un bois comme celui-ci peut connaître quelle fréquentation? Un bois comme celui-ci peut connaître une fréquentation de l'ordre d'une vingtaine de faisans à l'hectare en hiver. Et quel type d'arbres sont préférables pour le faisan? Alors, il n'y a pas de préférence. Tous les arbres sont bons, la variété est excellente, la diversité est excellente. Vous savez, on parle beaucoup de diversité biologique. Dans le bois, c'est manifeste. Il faut des arbres d'âge différents, plus que d'une grande variété d'espèces. Il faut que vous ayez du buisson, de l'arbuste et de l'arbre. Alors vous pouvez avoir des feuillus. Vous voyez qu'ici, on a plutôt une population de feuillus qui est excellente. Et puis, dans ces feuillus, avoir, comme on en a là, quelques résineux est également très bon, parce que les résineux sont une excellentissime structure pour le brancher. Les oiseaux sont très à l'abri du vent et du froid dans les résineux. Donc avoir quelques résineux dans une population de feuillus garantit un très bon couvert de branchés pour les oiseaux la nuit. La volière à ciel ouvert est un accessoire essentiel de la méthode anglaise préconisée par Gérard Pasquet. Elle permet aux faisans d'acquérir tôt un comportement naturel. Attention à la nique de la poule. Alors, le principe de la volière anglaise est simple. Ça consiste à effectuer un repeuplement en faisant, éventuellement en perdreau, mais rouge, mais essentiellement en faisant, et à susciter chez ces oiseaux, à provoquer chez ces oiseaux l'apparition d'un comportement sauvage. Alors, c'est très simple, c'est une volière qui n'a pas de toit, ce qui permet d'avoir à l'intérieur des grands arbres, et ce qui permet de réduire sensiblement le coût d'implantation de la volière. Et à l'intérieur de cette volière, des oiseaux jeunes, 7, 8 semaines, vont être mis en place et vont apprendre progressivement, ce qui est très fondamental pour eux, le brancher nocturne. Ces oiseaux ne vont pas coucher au sol, mais vont se brancher pour coucher et ainsi échapper à la prédation terrestre. Alors c'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, des stades de végétation différents. Il faut des arbustes ou éventuellement, comme ici, un tas de branchages, comme ça, dans lesquels les oiseaux, au début, vont se brancher en faible hauteur. Puis ensuite, il faut des arbustes un peu plus hauts, comme ceux que vous avez là, où ils vont apprendre à brancher un peu plus haut pour enfin brancher dans les grands arbres. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qui va leur garantir la survie. Et je pense que c'est peut-être le principe essentiel de la volière anglaise. Alors, nous allons visiter la volière anglaise. C'est le cœur du système. Mais un cœur sans poumon, ça ne marche pas. Donc la volière anglaise ne fonctionnera que dans la mesure où tous les aménagements périphériques auront été faits. Imaginez une volière anglaise isolée dans un environnement hostile, c'est voué à l'échec certain. Donc cette volière anglaise, elle est assez simple à imaginer. Du soleil, un tiers de soleil, des arbustes, un tiers d'arbustes, et des grands arbres pour le brancher, un tiers de grands arbres.
le cocktail volière anglaise, un tiers de soleil, un tiers d'arbre, un tiers d'arbuste. Beaucoup de soleil, hein. Un tiers, on l'a dit, il faut donc bien dégager votre périphérie de façon à ce que les oiseaux puissent avoir du soleil le matin notamment. C'est très très important. La hauteur est, j'allais dire, pas très importante. Bien sûr, il ne faut pas faire une volière anglaise avec un grillage d'1,50 m. Mais à partir de 2,20 m, 2,30 m, c'est suffisant. Bien la protéger, avec une clôture électrique, avec des bas-volets, avec éventuellement un retourant. On va voir tout ça, je vais vous montrer tout ça. Mais l'élément essentiel, c'est encore une fois, c'est cette diversité à l'intérieur de la volière. Il faut que ça soit, encore une fois, comme l'hôtel dont on parlait tout à l'heure, le confort. C'est un hôtel à faisan. Alors vous voyez bien la hauteur là, de grillage, vous voyez, c'est 1,90 m à peu près. Il y a 2,50 m. Un grillage de 2 mètres, avec de la grosse maille, hein, c'est pas la peine d'utiliser de la petite maille pour le mettre à l'étage supérieur. Et puis en bas, un grillage d'1 mètre, enterré, et nous on l'enterre de 30 cm à cause des lapins, parce qu'on a pas mal de lapins qui risquent de faire des trous, donc on enterre notre grillage de 30. Les poteaux sont espacés 6-7 mètres, parce qu'il n'y a pas de poids là. Et que ce grillage, il n'est pas tendu, il est très souple, et c'est tout à fait volontaire. C'est parce que c'est beaucoup plus difficile pour un prédateur, une fouine, une hermine, un putois, une martre, un renard, d'essayer de grimper sur un grillage souple que sur un grillage bien tendu. Vous savez que quand on voit les artistes au cirque monter à la corde, on leur tient toujours la corde pour qu'elle soit bien raide, c'est beaucoup plus facile à monter que si la corde est libre. Donc là, vous avez le ruban électrique qui protège en plus contre la montée éventuelle des prédateurs le long du grillage. Et on a à l'extérieur encore 2 fils électriques qui sont actuellement démontés, mais qui sont en place en période d'élevage pour empêcher l'arrivée des renards et des sangliers. Alors dans cette clôture de volière, il y a un élément qui est fondamental, qui est là, ce que les Anglais appellent le pop hole, et qu'on va appeler la trappe de réentrée. Alors pour comprendre ça, il faut que je vous explique un peu comment se passe la mise en place des faisans dans la volière. On met, je vous l'ai dit, des faisans de 7 semaines, 8 semaines, qui ont encore des plumes d'ailes juvéniles. Donc on va couper sur une aile quelques plumes, quelques rémiges juvéniles, pour empêcher les oiseaux de voler pendant un mois à peu près, un mois et demi. Donc les oiseaux vont avoir pendant ce mois et demi le temps de s'acclimater à la volière et ne pourront pas sortir. À ce moment-là, cette trappe de réentrée est fermée, totalement fermée de l'extérieur. Il n'y a donc aucun passage possible. Lorsque les plumes adultes ont poussé et que les oiseaux commencent à pouvoir sortir, le soir, on les voit, ils sont autour de la volière, les quelques oiseaux qui le matin sont sortis en volant, ils sont perdus, ils essayent de rentrer, ils ne peuvent pas, ils ne savent pas. Ils ont eu l'idée de sortir en volant, ils n'ont pas l'idée de rentrer en volant. Alors on les voit qui sont le long du grillage et qui essayent de trouver désespérément une entrée. Alors ça, c'est fait pour ça. À ce moment-là, on ouvre la trappe, on retire donc la protection, ce qui permet aux oiseaux de rentrer, vous voyez, par là, par cette goulotte d'étranglement. On a aménagé là une grille, on a placé une grille avec des espaces tels que les oiseaux, jusqu'à 12 semaines environ, 12-13 semaines, puissent rentrer, mais les prédateurs, notamment les renards, ne peuvent pas rentrer. Donc, le soir, lorsque les oiseaux cherchent à rentrer, les quelques oiseaux qui sont sortis, on ouvre la trappe, on les fait entrer. Vous voyez que là, il y a un petit système, on va revoir après son utilité. Ils passent dans ce goulet et ils rentrent dans la volière. À ce moment-là, quand tout le monde est rentré, on referme la trappe pour la nuit et on passe la nuit comme ça. Et pourquoi les faisans ont le plaisir d'entrer à nouveau le soir? Parce que c'est un hôtel confortable, où ils savent qu'ils vont trouver le gîte et le couvert, et une nourriture en abondance. Donc, ils savent très bien que là, ils sont tranquilles, qu'ils sont au calme, qu'ils vont bien dormir et bien manger. C'est merveilleux, tout ce que... Le rêve. Alors un beau jour, c'est plus 10 faisans qui vont sortir, c'est 100, 200, ça dépend du nombre de faisans que vous avez dans la volière. À la limite, tous vos oiseaux, ou presque, vont sortir dans la journée. Et à ce moment-là, ils vont commencer à s'égayer dans la nature, mais à revenir le soir pour brancher. Et toujours avec cette impossibilité intellectuelle
de penser à voler pour rentrer. Donc à ce moment-là, on va laisser les trappes en permanence ouvertes. Les oiseaux pourront rentrer, sortir en volant, rentrer en marchant. C'est le principe. Alors à ce moment-là, ce sont des oiseaux qui sont déjà matures, qui branchent la nuit pour dormir. Donc si jamais une fouine ou une martre rentre par la trappe de réentrée, c'est pas très grave. Parce que les oiseaux s'en moquent. Ils vont se débrancher d'un arbre et puis aller se brancher 10 mètres plus loin pour se soustraire à la convoitise du prédateur. Et le renard ne peut toujours pas rentrer, qui reste quand même le prédateur essentiel des faisans. Alors à l'intérieur de cette volière anglaise, là vous remarquez qu'il y a une petite volière fermée à l'intérieur déjà. Alors ça c'est quelque chose qui peut être utilisé, c'est pas obligatoire. C'est une volière dans laquelle on peut mettre au début les oiseaux pendant quelques jours pour les habituer à l'environnement avant de les mettre dans la volière à ciel ouvert elle-même. Mais c'est facultatif. Alors dans cette volière, il faut qu'il y ait deux choses fondamentales, hein, comme dans toute bonne maison, de quoi boire et de quoi bien manger. Alors il faut agréner les oiseaux, il faut leur donner à manger des granulés, ensuite des céréales, que ce soit du blé ou nous on préfère leur donner du triticale qui est plus riche en protéines. Mais enfin bon, ça c'est une affaire d'habitude ou de disposition. Parce que quand on a du blé, qu'on produit du blé, on ne va pas aller chercher du triticale ailleurs. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien nourris, plusieurs fois par jour, soit à la main, il y a des gardes qui préfèrent nourrir à la main, soit avec des agrénoirs de ce type, qui sont un peu particuliers, soit avec les deux manières conjuguées. L'essentiel, et ça c'est très important, c'est que dans la nature, dans votre périphérie, les oiseaux retrouvent le même type d'agrénage que ceux qu'ils ont connus au départ dans la volière. Donc si vous utilisez ça, il faudra qu'ils aient ça à l'extérieur, et si possible, le même modèle de la même couleur. Si vous utilisez un agrénage à la main, il faudra qu'ils aient un agrénage manuel extérieur. Si vous utilisez les deux méthodes, il faudra qu'ils retrouvent à l'extérieur les deux méthodes. Ça, c'est très très important pour ensuite maintenir les oiseaux sur le territoire quand ils auront quitté la volière, puisque le but est de les faire progressivement quitter la volière. Alors, je vous disais qu'il fallait les agréner, il faut les nourrir, il faut également, bien sûr, et ça c'est très important, les abreuver. Alors nous, on utilise un système tout simple. C'est une vieille cuve, une vieille tonne à traiter, dont on a récupéré la cuve, qu'on a hissée dans un chêne, liée, comme vous le voyez, avec une chaîne, et à partir de là, par gravité, un tuyau alimente les abreuvoirs dans la volière. Bien sûr, il faut toujours qu'il y ait une eau propre et en abondance dans la volière. Une volière anglaise doit avoir quelle taille? Alors, une volière anglaise, si vous voulez, une volière anglaise, ça ne coûte pas cher, parce qu'il n'y a pas de toit. Quand on fait les comptes de l'utilisation du grillage, il est évident que c'est le toit qui coûte cher. 10 000 m², un hectare de volière à couvrir, ça coûte une fortune. Alors qu'un hectare de périphérie, 400 mètres de grillage en périphérie, ça coûte 5 000 à 6 000 francs, 7 000 francs, c'est pas très cher. Donc on peut se permettre de faire des grandes surfaces. Et ça c'est très important, les oiseaux ont besoin de 15 à 20 mètres par oiseau dans une volière anglaise. Donc vous voyez, je pense qu'un hectare est une très très bonne, c'est très confortable pour implanter 500 faisans. Celle-ci fait un hectare? Celle-ci fait un peu moins d'un hectare. Un peu moins d'un hectare. Et vous lâchez combien d'oiseaux? Ici, on lâche à peu près 400 faisans. Par an. Ils sont tous bagués de façon à suivre leur progression, leur dispersion. Et c'est une méthode de repeuplement très efficace? C'est une méthode de repeuplement que j'estime beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles pour les raisons que je vous donnais, la raison que je vous donnais tout à l'heure, c'est que les oiseaux dans ce type de volière acquièrent rapidement un comportement qui est très proche du comportement sauvage. Vous voyez, ils adorent la volière, hein. Vous voyez qu'ils sont encore, en ces mois de printemps, ils sont encore dans la volière. Hein. Beau coq. Il est en train de nous guetter. Alors voilà l'agrénoir. C'est un agrénoir tel que celui qu'on a vu dans les volières anglaises et qui là a été protégé, vous voyez, par ce système de grillage, qui est un grillage à moutons inversé, qui permet aux oiseaux de rentrer, mais qui ne permet pas aux sangliers de venir nous casser notre agrénoir. Alors je vais vous montrer le fonctionnement de l'appareil.
c'est un agrès noir dont le fonctionnement est provoqué par l'oiseau lui-même. En tapant sur cette pièce à becquet, il fait tomber du grain. Donc ils s'habituent très rapidement, ils associent très rapidement le fait de taper sur la pièce et de faire tomber du grain. En plus, il y a un réglage de débit. Donc au début, pour habituer les oiseaux à faire fonctionner le système, on le règle très fort. Alors quand ils tapent, vous voyez, ils tombent plein de grains, c'est formidable. Et puis au fur et à mesure qu'ils s'habituent, on diminue progressivement le débit, jusqu'à ce qu'il faille taper un coup, 2 coups, 3 coups, quelquefois 10 coups pour faire tomber un grain. Vous voyez, comme ici. Ce qui les occupe, ce qui leur permet de se distraire. Et ils sont très attirés par cette pièce à becquet jaune. Votre prochain rendez-vous sera l'occasion d'aborder, toujours avec Gérard Pasquet, l'aménagement des plans d'eau et des marais pour le retour du petit gibier. À bientôt dans Chasse Passion.